C'est une patiente que j'aime bien. Elle est venue me voir pour des attaques de panique violentes qui l'avaient rendue claustrophobe et agoraphobe au dernier degré. Nous avons bien travaillé pendant 1 an et elle en est maintenant débarrassée. De temps en temps, la peur revient encore, mais elle sait la tenir à distance sans difficulté. Comme nous avons sympathisé, elle m'a parlé d'autres problèmes, moins violents, mais qui lui gâchent aussi la vie, des problèmes d'estime de soi. Depuis qu'elle est enfant, elle a l'impression de n'être pas assez bien pour mériter l'amour des autres. Ses parents lui semblaient préférer ses frères, ou en tout cas les admirer. Elle, on l'aimait bien, mais on ne l'admirait pas du tout. Tout au long de son existence, elle avait vécu des drôles de peurs sociales. Par exemple, à l'adolescence, une crainte de gêner les autres par son odeur ou sa laideur. Évidemment, il n'y avait aucune odeur, aucune laideur. Elle le sait bien aujourd'hui, et elle le savait probablement à l'époque, mais c'est comme ça. Ses craintes s'étaient fixées là-dessus, sur la peur qu'on ne puisse pas me sentir ou qu'on ne puisse pas me voir, me dit-elle en souriant. Nous avons travaillé et discuté pendant quelque temps sur ces problèmes d'estime de soi. Ils ne sont pas dramatiques comme c'est parfois le cas, mais tout de même ils la gênent. Je voudrais bien qu'elle les atténue, car ils pourraient être un facteur de rechute de ses phobies. Avec elle, mon travail est facile. Elle progresse presque toute seule, en s'appuyant sur les conseils que je lui propose. Aujourd'hui, elle se présente avec plein de choses à raconter. J'ai pensé à vous hier soir, devinez ce qui m'est arrivé. J'ai affronté une situation qui m'a fait travailler tout ce dont nous avions parlé ces derniers temps. J'ai dîné entre X, écrivain célèbre, et Y, animateur de télévision. Vous imaginez? J'imagine assez bien. Ma patiente est tellement complexée, tellement mal à l'aise, dès qu'elle a l'impression que ses interlocuteurs sont plus intelligents qu'elle, que ce qui aurait pu être une soirée pittoresque et intéressante a dû être une épreuve. Elle travaille dans l'administration et son mari, chef d'entreprise de l'Est de la France, est un homme extraverti, très engagé dans la vie culturelle et associative locale. Ce qui la contraint à participer souvent à des cocktails, cérémonies, vernissages et autres dîners mondains dont elle se passerait volontiers. Surtout celui d'hier soir, organisé à l'occasion d'un festival culturel. Lorsque nous nous sommes approchés des tables, j'ai vu que nous étions placés à l'avance, et surtout que j'étais assise entre les 2 invités de marque. Tout de suite, je me suis senti mal. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire pendant tout un repas? J'étais vraiment inquiète, et je m'en voulais d'avoir accepté cette invitation. Je les connais, ces repas, où je compte les plats en me disant « plus que le dessert, plus que le café ». Mais j'ai pensé à nos exercices et j'ai fait des efforts. Je me suis concentré sur ce que nous avions vu ensemble, ne pas me focaliser sur mon malaise. Poser des questions, sans me censurer en me demandant si elles sont assez intelligentes ou assez originales. Écouter les réponses, vraiment, au lieu de me torturer pour savoir si la réponse montre que ma question était bonne. Que c'est dur pour moi de faire simple. Hier, la bonne surprise, ce fut que X, l'écrivain, s'est révélé être un homme charmant, humain, qui a répondu avec plaisir à mes questions et qui m'en a posé beaucoup sur mon métier, sur la région, etc. Au bout d'un moment, je me sentais soulagé, en sécurité. Je ne voyais plus en lui un censeur ni un juge, mais une personne sympathique. J'étais contente d'être là. Y, l'animateur de télévision, était, lui, ce que j'appelle poliment désagréable, pincé, hautain, distant, me faisant bien sentir la distance entre lui, la star de Paris, et moi, la fonctionnaire de province. Soupir, un sourcil levé, regard circulaire pour vérifier qu'on le regardait et pour montrer qu'il s'ennuyait. Là, je sentais les ondes de détresse monter à l'assaut de mon petit égo fragile. Toutes mes vieilles pensées automatiques se réveillaient. Idiote, inintéressante, insuffisante en tout. D'autant que peu à peu, Y s'est mis à me tourner, ostensiblement, me semblait-il, le dos, et à parler à sa voisine, qui avait au moins l'avantage d'être plus jeune que moi, sinon plus intéressante. Et le pire est alors arrivé. Plus personne ne me parlait. Mon écrivain était engagé dans une grande conversation sur sa gauche, mon animateur me snobait. J'étais seul entre les 2 vedettes de la soirée, face à mon assiette et à mon malaise. Avec évidemment l'impression que toute la salle me regardait, ou plutôt regardait la scène en se disant « Elle est tellement nunuche et creuse qu'elle les a écœurés ».
avec l'impression que toutes les autres tablées de cette immense salle ne voyaient plus que ça. C'est là que j'ai réagi différemment de d'habitude. J'ai respiré, je me suis dit « Ne t'enfonce pas toi-même comme tu fais toujours, n'aggrave pas ton cas. Surnage, reste à la surface, ne te noie pas, ne replonge pas dans ta névrose. » Alors je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi, luttant contre ma peur de croiser des regards. Quelques amis m'ont fait un petit bonjour des autres tables, je leur ai souri. Et je me suis dit que c'était normal que mes deux stars parlent à leurs autres voisines tout de même. Et comme ces tables étaient mal fichues, trop larges pour qu'on entende nos voisins d'en face dans le vacarme ambiant, c'était normal qu'alors je me retrouve seule comme une godiche. Et en plus, j'avais le droit de ne pas être intéressante, le droit d'être imparfaite. Et ces deux messieurs pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient, ainsi que tout le reste de la salle, je m'en fichais. En réalité, non, je ne m'en fichais pas vraiment, pas totalement. Mais il se passait quelque chose de nouveau. C'était la première fois que cette phrase « je m'en fiche » me paraissait presque vraie, que je la sentais presque possible, que je n'étais plus si loin de la ressentir dans mes émotions au lieu de seulement me la répéter dans mes pensées. Je me concentrais alors sur un but simple, me sentir bien sur le moment, minute après minute, bien m'asseoir, bien respirer, savourer chaque gorgée de vin que je buvais, chaque bouchée que j'avalais. Puis l'écrivain s'est retourné vers moi très gentiment en disant « Pardonnez-moi, je suis un malotru. Comment peut-on abandonner une jeune femme aussi charmante que vous ?» Et il s'est remis à me parler, et moi à lui répondre totalement détendu. Ces 5 petites minutes m'avaient reposé. Au lieu de me détruire et de m'enfoncer, à cause de cet abandon, de ce désaveu vu de tous, puis d'être incapable de reprendre le cours de la conversation, comme cela se serait passé autrefois, j'étais tout simplement contente de me remettre à bavarder, comme avec un vieux copain très intelligent et cultivé, mais dont l'intelligence et la culture me réjouissaient au lieu de me complexer. J'étais resté dans la situation au lieu de me noyer dans mon malaise. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait plaisir de me voir agir ainsi, normalement. Finalement, ces deux convives, c'étaient les deux faces de mon problème, l'incarnation des deux facettes de ma personnalité. D'un côté, le plaisir et la capacité d'être moi-même, spontanée, contente, intelligente et intéressante parce que je me sens acceptée et donc sécurisée. Et de l'autre, l'angoisse de me sentir jugée et de sombrer dans cette partie de moi crispée, inquiète, paralysée, engluée et finalement inintéressante pour de vrai. Pas parce que je suis inintéressante, mais parce que la peur de l'être me le fait devenir. C'est drôlement bien tout ça, félicitations. Et comment s'est terminée la soirée? Très simplement, la fin du repas a été agréable, nous nous sommes salués chaleureusement avec mon écrivain. Il m'a répété qu'il avait passé une délicieuse soirée grâce à moi, que j'étais charmante et tout ça. Et ça vous a fait quoi? Eh bien, autrefois, je n'en aurais pas cru un mot. Je me serais dit, c'est de la simple politesse. Il doit dire ça chaque soir, même s'il s'est profondément ennuyé. Et hier? Hier, j'ai fait simple. Au lieu de me prendre la tête sur plein de questions compliquées, du genre « qu'est-ce qu'il pense vraiment lorsqu'il me dit des choses gentilles, etc. » je me suis posé 2 questions. 1. Toi, as-tu passé une bonne soirée? Oui. 2. Lui, a-t-il passé une bonne soirée? Probablement puisqu'il te le dit et te le montre. Et s'il le dit sans le penser, alors là, ça devient son problème. Mais ce n'est plus vraiment le mien, n'est-ce pas? C'est ça. C'est exactement ça. Je soupire d'aise. J'adore ces moments où l'on sent que les patients sont en train de se guérir.